Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 53e épisode d'une semaine en comics. Première partie. Là ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait de nouvel épisode. Le dernier c'était le 14 avril et ça nous fait donc un paquet de choses à rattraper. Et plutôt que de faire une vidéo unique qui risque de faire, à mon avis, pas loin d'une heure, je me suis dit que j'allais plutôt découper ça en 3 parties. Première partie donc, avec 2 titres au programme, tous les 2 sortis fin avril, et tous les 2 sortis chez Urban Comics dans la collection Indies, Snow Angels de Jeff Lemire et Jock, et Once Upon a Time at the End of the World de Jason Aaron et Alexandre Tefenkgi. On va commencer par Snow Angels, un récit complet, initialement publié sur Comixology, puis qui a été repris en version papier aux États-Unis par Dark Horse. Snow Angels, c'est l'histoire d'un père et de ses 2 filles, Millie et May, qui vivent dans un milieu particulièrement hostile, un univers qui est entièrement composé de neige et de glace. C'est là qu'ils ont toujours vécu, et c'est là qu'ils mourront, parce que le monde se résume à ça, à une immense tranchée qui n'a ni début ni fin, et où survit une petite communauté humaine. Pour bien appréhender cet univers et son fonctionnement, il y a 3 règles que les personnages se répètent sans cesse, et qu'on retrouve au dos de l'album. Règle numéro 1, la tranchée pourvoit tout ce dont on a besoin pour rester en vie. Effectivement, dans cette tranchée où ils vivent, les personnages trouvent de quoi se nourrir et de quoi bâtir un semblant de société, même s'il s'agit pour eux d'une lutte quotidienne et que les dangers rôdent en nombre dans cet endroit. Règle numéro 2, on ne doit jamais, au grand jamais, quitter la tranchée. En dehors de la tranchée, il n'y a que la mort. La tranchée est le seul endroit qui protège ses occupants des conditions climatiques extrêmes qui règnent partout ailleurs. Et puis, règle numéro 3, la tranchée n'a pas de fin. Pour ce qu'on en sait, elle s'étend à l'infini, même si, dans les faits, personne n'a jamais pu vérifier la véracité de cette règle. Les personnages vivent dans une portion de la tranchée qui, en fait, est cernée des 2 côtés. D'un côté, le chemin est barré par une immense machine dont on ignore l'origine et qui bloque le passage. Et puis, de l'autre côté, on tombe très vite sur des meutes de chiens, voire sur des ours, et ceux qui ont essayé d'aller au-delà n'en sont jamais revenus. Voilà pour cet univers et pour ce qui est posé d'emblée, ces 3 règles qui font loi. Au premier abord, Snow Angels, ça m'a fait penser à Snowpiercer, plutôt le transpersonnage, la BD de Jacques Loeb et de Jean-Marc Rochette, qui raconte l'histoire des derniers survivants de l'humanité à bord d'un train qui traverse un monde de glace. Là, en lisant les premières pages, je me suis dit, tiens, c'est le transpersonnage, mais à pied. Et en fait, non, c'est pas ça. Les premières pages du récit posent très bien les bases de cet univers et le quotidien des personnages qu'on va suivre. Un quotidien où un père emmène ses filles de 8 et 11 ans chasser pour ramener au village de quoi se nourrir. Et un quotidien où on croise des animaux sauvages et aussi des carcasses de machines dont on ne sait pas de quoi il s'agit ni ce qu'elles font là. Et puis, très vite, l'histoire en apparence bien balisée que Jeff Lemire nous présente, cette histoire va dérailler. Parce que quand le père et ses enfants regagnent leur village, tout le monde est mort. Tout le monde s'est fait massacrer. Et le responsable, et là aussi on le découvre très vite, le responsable, c'est lui. C'est l'homme des neiges. C'est un personnage dont les gamines ont entendu parler toute leur vie, mais elles ne pensaient pas qu'il existait réellement. Pour elles, c'était un croque-mitaine, c'était un personnage dont on raconte l'histoire pour se faire peur. Sauf que, non, il existe vraiment. Et il semble avoir tué
à lui tout seul toute la population de la tranchée, sauf Millie, May et leur père. Et à partir de là, leur seul espoir de survivre, c'est la fuite. La fuite, oui, mais alors, la fuite où ? Parce que, on l'a dit, quitter la tranchée, c'est une mort certaine, et poursuivre leur route dans la tranchée, au-delà des territoires qui ont été explorés, là aussi, ça s'annonce impossible. À moins que les règles qui ont régi leur existence depuis toujours, elles soient pas aussi immuables qu'on le croit. Voire même que ces règles soient un mensonge. Et à partir de là, Jeff Lemire va remettre en question toutes les bases sur lesquelles il nous a présenté cet univers, et il va également commencer à soulever tout un tas d'autres questions. Où se passe réellement cette histoire ? Qu'est-ce que ces personnages font ici ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Qui est l'homme des neiges ? Pourquoi est-ce qu'il a tué tout le monde ? C'est quoi la tranchée ? Qui l'a creusée ? Et pourquoi ? Et comment aussi ? Bref, le lecteur comme les personnages doivent repartir à zéro, tout en essayant d'échapper à leurs poursuivants, et ils vont devoir remonter le fil de ces différentes questions pour espérer survivre. Et alors oui, au terme de ce récit, on aura toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Je préfère le préciser parce que c'est pas toujours le cas dans les histoires de Jeff Lemire. Il lui arrive de se montrer un peu nébuleux dans la résolution de ses intrigues. Ici, c'est pas le cas. On a droit à une fin qui est parfaitement cohérente et qui nous emmène quand même assez loin des prémices de cette histoire. Alors ça donne une histoire qui est vraiment très bien maîtrisée dans son déroulement. Dans un premier temps, on est un peu perdu parce que quand de nouveaux éléments inattendus viennent s'ajouter au récit, mais les réponses, elles arrivent progressivement et elles permettent au lecteur de remettre toutes les pièces du puzzle en place. Donc vraiment, on a un boulot assez impeccable de la part de Jeff Lemire. Et côté dessin, alors j'avoue que je suis pas le plus grand fan de Jock, mais là aussi je trouve qu'il réalise vraiment une très bonne prestation. Parce que mettre en scène un univers entièrement fait de glace, c'est quand même pas le truc le plus simple au monde. Parce que en laissant du blanc partout, tu risques quand même de te retrouver avec des planches très vides. Et ici, il réussit à rendre un travail qui rend à la fois l'immensité désertique et froide de cet univers, mais tout en lui apportant de la texture. Alors il faut préciser aussi que Jock réalise lui-même les couleurs, ce qui lui permet de nuancer le rendu de ses décors et puis de bien identifier dès le départ les rendus qu'il va obtenir à partir de son trait ou à partir de ses couleurs. Et du coup, quand il réalise des plans larges, par exemple, comme ici, on a quand même plus une impression d'immensité qu'une impression de vide. Donc, au final, Snow Angel, c'est, je trouve, un excellent récit de science-fiction qui tient en haleine sur toute sa longueur. On n'a franchement pas envie de lâcher le bouquin avant d'avoir obtenu toutes les réponses. Et au bout du compte, je trouve que la résolution de cette histoire est vraiment très satisfaisante. Donc, vraiment, Snow Angels, je recommande. Alors pour finir, l'album il fait 264 pages, format deluxe, donc c'est du 19 par 28 cm. La traduction elle est signée Benjamin Rivière et il est vendu 24€. On reste dans la science-fiction avec un récit qui a des points communs avec Snow Angels mais qui est aussi très différent. C'est le premier tome de Once Upon a Time at the End of the World de Jason Aaron et Alexandre Tefenkgi, avec également quelques planches signées Nick Dragotta. Je reviendrai sur le dessin plus tard. Once Upon a Time at the End of the World, comme son titre l'indique, c'est de la science-fiction post-apocalyptique, mais c'est aussi quelque part un conte,
Once Upon a Time, il était une fois. Là aussi, la référence, elle est dans le titre. Donc, disons que c'est un conte post-apocalyptique. L'action se situe sur les ruines de notre monde, et elle met en scène deux personnages. La première, c'est Medzi. C'est une gamine qui survit toute seule depuis on ne sait pas combien de temps, qui a appris à éviter ou à éliminer tous les pièges qui pourraient se trouver sur son chemin, et qui semble fuir quelque chose ou quelqu'un. Et l'autre personnage, c'est Maceo. C'est un ado, lui aussi, et c'est à peu près son seul point commun avec Medzi. Lui, il vit seul dans une tour ultra sécurisée, et dans laquelle il profite de tout le confort qui n'existe plus en dehors de cette tour. Alors on va découvrir assez vite que Maceo, c'est un inventeur de génie qui est capable de bricoler à peu près n'importe quoi à partir de 3 bouts de ficelle. C'est une espèce de MacGyver post-apocalyptique. Et bien évidemment, ces deux personnages que tout oppose vont se rencontrer. C'est le point de départ du récit. Et évidemment, leur vie en sera changée à tout jamais. Alors, pour aller un peu au-delà des premières pages, Maceo va décider de quitter son univers bien protégé pour suivre Medzi dans son voyage vers on ne sait pas où. Alors pourquoi abandonner tout ce confort pour se lancer dans un périple où il risque quand même de mourir à chaque pas? Parce que il est tombé raide dingue de Medzi, et puis aussi parce que au fond de lui, il en peut plus de vivre tout seul. Et comme elle refuse de s'installer dans sa tour, il va devoir faire ses valises et la suivre. Alors, le personnage de Maceo, c'est lui qui donne à Once Upon a Time at the End of the World un côté comédie qui est totalement assumé, voire même comédie romantique. Le personnage est parfaitement immature et naïf dans son comportement, et évidemment dans une histoire un tant soit peu réaliste, il serait mort avant la page 20. Sauf que non. Et c'est aussi le côté conte de cette histoire. Jason Aaron, il cherche pas à développer son côté réaliste, comme c'était le cas pour Jeff Lemire dans Snow Angels. Là, on est dans l'outrancier et dans l'absurde, avec un côté humoristique, très présent. Tout le bardac que va se trimballer Maceo pour suivre Medzi. Et puis la cohabitation entre ces deux personnages que vraiment tout oppose va encore accentuer le côté comique des situations. Sauf que par moment quand même on assiste à la bascule inverse, et tout à coup c'est le côté ultra violent et sombre de l'univers de Medzi qui va prendre le dessus, et là tout de suite on rigole quand même beaucoup moins. Donc, Once Upon a Time at the End of the World, c'est cette espèce d'équilibre instable permanent entre deux genres totalement différents, le post-apocalyptique ultra-violent d'un côté, et la comédie romantique adolescente de l'autre. Et alors, pour brouiller encore plus les pistes, et je vais m'arrêter là, mais avancez 30 secondes si vous voulez garder la surprise de la fin du premier épisode, mais le premier épisode, il se termine avec une scène qui se déroule des années plus tard, avec un vieux barbu à poil qui est en train de se faire torturer par des espèces de démons. Et le vieux barbu à poil en train de se faire torturer, c'est Maceo. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Réponse dans le 3e et dernier tome de cette série.
Voilà pour l'intrigue. J'essaie de rester aussi vague que possible. J'ai pas parlé notamment de ce que Mehdi fuit. On découvre relativement vite dans le premier tome. Et j'ai pas parlé non plus de là où elle va. Côté scénario, je l'ai dit, c'est un mélange assez étrange de légèreté et de noirceur. En ce qui me concerne, ça fonctionne vraiment bien. Après, voilà, il faut pouvoir accepter l'absurdité assumée de certains des éléments du récit. Encore une fois, si vous cherchez un truc réaliste dans son traitement, je pense que vous trouverez davantage votre compte en lisant Snow Angels. Au dessin, c'est donc Alexandre Tefenkgi, un artiste français que je découvre pour l'occasion. Il a pourtant publié pas mal de choses en France, et ça fait quand même maintenant quelques années qu'il travaille aux États-Unis. Et en particulier, il a co-créé la série The Good Asian, écrite par Pornsak Pichetshote, qui est une série qui s'est chopé un Eisner et un Harvey Award en 2022, excusez du peu, et une série qui doit sortir dans les prochains mois chez Comics Initiative. Je crois pas qu'il y ait déjà une date de sortie annoncée. Mais en attendant, Alexandre Tefenkgi, je le découvre donc ici, et j'aime vraiment beaucoup son dessin, qui est très stylisé, et qui donne à la fois des personnages au visage extrêmement expressif, et puis ça donne aussi un storytelling qui est vraiment très dynamique. Et puis, là aussi, son trait va accentuer le côté comédie du récit, et ça fonctionne parfaitement bien. Tefenkgi donc dessine l'ensemble de ces épisodes, à l'exception des quelques séquences en flash-forward qui, elles, sont réalisées par Nick Dragotta. Mais on a une vraie cohérence graphique à l'ensemble du récit, et c'est assez impeccable aussi de ce point de vue. Donc, là encore, une lecture que je conseille. Jason Aaron tient parfaitement bien ses personnages et leurs interactions, et il va, au-delà du côté caricatural qu'il présente a priori, et il va leur donner une vraie profondeur, et pour en faire des personnages qui sont vraiment touchants et auxquels en fait on s'attache très vite. Et le dessin d'Alexandre Tefenkgi est parfaitement au diapason, donc tout ça fonctionne merveilleusement bien. Ce premier tome fait donc 176 pages, format classique 17 par 26 cm. La traduction, elle est de Julien Di Giacomo, et il est vendu au prix de 19 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite, autrement dit la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle je parlerai de... Vous verrez bien. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.